une personne toxique, là, on sent qu'il y a de la malveillance. On va chercher, on va même aller jusqu'à la destruction de la personne. C'est-à-dire qu'on va scanner. Le manipulateur ou la personne toxique va scanner l'autre personne en face de lui, et il va donc repérer toutes les faiblesses et il va s'en servir. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les Quadras? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadra. Comment ça va les Quadras? Aujourd'hui, on reçoit une personne au parcours un peu incroyable. Elle s'appelle Karine Garçon. Elle a traversé une relation toxique, un burn-out et une vraie descente avant de se reconstruire complètement et de basculer vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. On va parler d'emprise, de reconstruction, de confiance, mais aussi de médiumnité. Je vais avoir du mal à le dire, ce mot. Des choses plus difficiles à expliquer. Et vous me connaissez, je vais forcément poser des questions sur ce sujet, puisque, pragmatique comme je suis, j'ai besoin de comprendre. Elle est aussi l'auteure du livre Univers-toi, l'histoire d'une rencontre bouleversante entre deux flammes jumelles. Elle est énergéticienne, médium. Je suis très heureux de recevoir Karine Garçon. Karine, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, merci beaucoup, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Bon, qu'est-ce que tu vois chez moi? Je vois quelqu'un de très chaleureux avec une grande lumière. Arrête. T'as pas ramené ta boule de cristal? Ah, je travaille pas avec ma boule de cristal, j'en ai pas besoin. On a tendance à imaginer ces clichés-là. Mais on va déjà commencer par parler de ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Et ce fameux déclic, ce fameux déclenchement au travers d'une relation toxique, comme on appelle ça. Quand tu repenses à ton histoire aujourd'hui, à quel moment tu comprends que tu es dans une relation toxique? Déjà, oui, c'est sûr qu'on le sait pas tout de suite. On vit parfois un conte de fées au départ, où on a une personne en face de nous qui ressemble presque à un prince charmant, qui va nous donner beaucoup d'attention, qui va prêter une oreille attentive, qui va réconforter. Et puis, c'est vraiment au fil de la relation qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois très bien. Parce que, on en parlait en off, on a tous l'impression d'avoir vécu un jour cette relation toxique. Alors, moi, je fais une grosse différence entre la relation toxique et la relation avec une personne toxique. Oui. Parce que j'ai eu l'impression, comme tout le monde, après m'être fait larguer, oui, c'était une personne toxique. Alors qu'en fait, c'était la relation en elle-même. Tout à fait. Toi, on est vraiment sur le sujet d'une personne qui amène toute cette toxicité. Oui, parce qu'en fait, il faut faire la différence. En effet, une relation toxique, ça peut être deux personnes qui ont des blessures. Donc, on peut avoir une blessure d'abandon, une blessure de rejet, quoi qu'il en soit, tout le monde a des blessures. Et c'est réactivé parce que l'autre vient appuyer sur des choses qui sont souffrantes en nous. Tous les souvenirs qui reviennent. Et ça, il n'y a pas de malveillance en soi, c'est pas intentionné. Et on va se faire du mal parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce que c'est souffrant. Et alors qu'une relation, vraiment, enfin, une personne toxique, là, on sent qu'il y a de la malveillance, on va chercher, on va même aller jusqu'à la destruction de la personne. C'est-à-dire qu'on va scanner. Le manipulateur ou la personne toxique va scanner l'autre personne en face de lui, et il va donc repérer toutes les faiblesses et il va s'en servir. Mais c'est conscient, ça?
Alors justement, je me suis posé longtemps la question, Bah ouais. tu penses bien, j'ai fait une thérapie, et c'est la première question que j'ai posée. Est-ce que tout ça, c'est conscient? Bah ouais. Oui. Parce que Oui. je fais partie de ces gens qui ont du mal à me dire qu'il y a des gens qui peuvent être foncièrement méchants. Mais si. Oui. Parce que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de culpabilité. Et ils vont, comment dire, essayer de copier tout ça, donc ces émotions. Mais ils sont démunis de ces émotions-là. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont susciter la peur et s'en nourrir. Et donc, ils sont complètement conscients lorsqu'ils vont te regarder et ils vont te dire « Ah, mais par exemple, je sais pas, tu sais pas écrire, toi, ou tu sais pas compter. » Ils vont appuyer sur quelque chose où tu vas douter ou de tes capacités et ils vont appuyer dessus pour renforcer ça. Au final, tu te dis « Non, il l'a fait exprès. » Ouais. Il sait ce qu'il cherche, au final. Donc là, oui, il est conscient de ce qu'il provoque. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à ces gens-là? Parce que, je sais pas, on a tous dans notre mécanisme et dans notre instinct le sens du danger, tu vois. Enfin, on sait quand quelque chose est... Il n'y a que les sociopathes qui n'ont pas la notion du danger pour moi, tu vois. Donc, pourquoi on s'accroche à ces gens-là? L'emprise, c'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est très fort. Ça n'arrive pas d'un coup. Ça a duré combien de temps, toi? Oula, moi j'avais déjà eu un ex où là j'ai été confrontée vraiment, où j'ai été battue pendant 4 ans. J'ai fui cette relation, j'ai été harcelée derrière parce que dans les 3/4 du temps, en fait, on se dit pas au revoir et puis voilà. Non, il y a le manipulateur derrière, il se dit ah non, je vais pas laisser ma proie partir oui, comme tu ça. pars pas comme ça, quoi. Tant que j'en ai pas de nouvelles, tu restes ici, quoi. Donc non, t'es à moi. Et en plus, on va susciter une rage narcissique derrière. Il va vouloir se venger. Donc, il va harceler. Donc, moi, j'ai fui une première relation qui avait duré de 16 ans jusqu'à 20 ans. Et puis, derrière, j'ai mes parents qui ont des amis, et puis on me présente le fils. Et donc, à 20 ans, je rencontre celui qui va être mon mari, et la relation va durer 15 ans. Et j'ai eu un enfant avec lui. Donc, au début, moi, je me suis dit... Moi, j'ai déclaré à moi-même, et je me suis engagée, et je me suis dit, non, il n'y aura plus personne qui lèvera la main sur moi, c'est terminé. Et en effet, il ne levait pas la main sur moi. Mais par contre, ça a été des années et des années d'irrespect, d'insultes, voilà, d'insultes, où la vulgarité, en fait, est le langage courant. Donc, tu veux pas voir ça, parce qu'il t'a donné tellement de belles choses au départ. Moi, il faut savoir que quand je me suis mise avec lui, mais c'était génial. Il m'a emmenée à Bali, il m'a emmenée dans des destinations. Il n'avait pas d'argent, mais il fallait m'en mettre plein la vue, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'avais eu une enfance, une jeunesse où voilà, on allait en vacances dans le sud de la France. J'avais voyagé une fois à l'étranger. Mais là, je me dis, waouh, quoi. Enfin, il me fait des déclarations pas possibles. Il est le prince charmant que j'ai toujours rêvé, en fait. Le fameux love bombing. Voilà, c'est ça, tout à fait. La période de la lune de miel. Ouais. Et on s'attache à ça. Et on se dit, mais je suis folle amoureuse de lui, il est absolument incroyable, ce mec. Donc j'avais quand même des red flags. Je me disais, c'est un coureur, moi je doute, il y avait quand même plein de choses. De toute façon, on a tendance, surtout dans ces relations-là, j'imagine, à savoir qu'il y a des red flags, mais à faire comme si on ne les avait pas vus. Ah ben complètement. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est con. Et en fait, je voulais pas spécialement de lui. Oui. Mais il m'a harcelée, mais de messages. Allez, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit. Et généralement, ça commence comme ça. Il repère, et là, hop, dès qu'il y a le lien qui est pris, dès qu'on est dedans, il lâche plus l'affaire après, quoi. Donc, ça a duré 15 ans. Où la vulgarité, tout ça, c'était monnaie courante. Et à côté de ça, il me faisait des déclarations, il me faisait plein de choses. Donc, on est sur ce chaud-froid en permanence, en fait. Donc, on ne veut pas entendre.
On ne veut pas voir. Et il y a aussi, surtout, moi, j'ai repéré que j'avais une blessure d'abandon. Donc, la blessure d'abandon, c'est j'ai un besoin d'aimer et d'être aimé à tout prix. Et je ne peux pas, affective, quoi. Et je ne peux pas me faire abandonner. C'est pas possible. Donc, je m'accrochais à ce lien jusqu'à ce que, je lui dise un jour, écoute, on vit ensemble, là, ça y est, je suis plus rentrée chez mes parents, ça y est. Donc, on démarre une vie de couple. Et puis le mariage qui suit peu de temps après, quoi. Mais justement, cette blessure d'abandon, est-ce qu'elle aussi, elle n'a pas quelque chose de toxique, justement ? Ah si, mais... Parce que là, on prend l'exemple d'un pervers narcissique, mais quelqu'un de normal, entre guillemets, c'est toi qui deviens la personne toxique à ce moment-là. Je le dis parce que moi, je me suis retrouvé dans cette position de tomber dans une dépendance affective de quelqu'un, et j'en suis devenu un boulet pour moi comme pour elle, tu vois. Donc, est-ce que ça c'est pas encore plus dangereux d'avoir un pervers narcissique et quelqu'un qui a cette dépendance ? En fait, une blessure d'abandon, il faut savoir que ça se crée déjà dans l'enfance. On a ou une blessure d'abandon généralement ou une blessure de rejet, et c'est deux blessures qui sont totalement opposées mais aussi complémentaires. Comme on a dit, donc la blessure d'abandon, c'est j'ai un besoin vital d'aimer et d'être aimé parce que j'ai eu un manque d'attention dans mon enfance. C'est un problème plutôt relationnel avec le père plutôt distant et qui n'a pas été présent. Et puis, il y a des degrés. Donc, si le père... réfléchir, c'est mon cas, mais alors... parce qu'en plus, c'est tellement pas le cas. J'ai eu des parents hyper aimants, en fait. Mais oui, mais quoi qu'il en soit, ça, c'est pour tout le monde pareil. Il y aura quand même une blessure, même si on a eu les meilleurs. Je crois que c'est à cause de Gros Quick quand il est parti de la pub Nesquik. C'est mon plus grande blessure d'abandon. Bref, excuse-moi, je digresse. Oui, donc pardon. En fait, voilà, il y aura toujours une blessure. Donc, généralement, pour l'abandon, c'est souvent lié au père. Donc, même si le père était quand même aimant, il y a eu un moment où on s'est senti abandonné. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus le père... Parce qu'il y a aussi un problème avec la mère. C'est souvent des parents qui une famille dysfonctionnelle. Mais plus le père va être malveillant et laisser l'enfant dans une insécurité très forte, plus il va être toxique donc, et même maltraitant, plus il va y avoir donc plus tard des relations sentimentales qui vont être dysfonctionnelles où on va grandir avec ce besoin donc d'aimer, d'être aimé, tomber dans cette dépendance affective, avoir une liste d'attentes pas possible, idéaliser l'amour. C'est là que Disney entre en jeu et Love Story et compagnie parce que on se dit mais moi je rêve d'un prince charmant. Donc, on va idéaliser l'amour. Donc, je reviens à ce que tu dis tout à l'heure, où oui, là, la blessure d'abandon est dangereuse parce qu'elle vit dans une illusion totale de l'amour. Et donc, le toxique, le personnage toxique, va se transformer en prince charmant. Ouais. Ah, tu veux que je sois comme ça ? Ah je serai celui que tu veux. Et donc, il va nous illusionner encore plus en nous disant, oui, c'est moi que t'attendais. Oui, donc en gros, t'es une proie facile pour ces personnes. Complètement. Ok. Oui, donc en fait, tout le monde ne peut pas être victime de ces gens-là. Non, il y a des gens ça vient beaucoup de la maltraitance dans l'enfance. Ça vient beaucoup de ça. D'accord. Ok. On n'a pas reçu suffisamment d'amour dans son enfance. On n'a pas valorisé l'enfant. Et il va se construire avec une insécurité très forte. Ok. Toi, à quel moment tu prends conscience de ces choses-là et de ce que tu dois fuir ? À quel moment et après, on parlera de quand tu es parti. Ouais. Mais à quel moment tu prends conscience de ça ? Qu'est-ce qui te fait te rendre compte ? Après 15 ans, quand même, parce qu'on ne parle pas d'une relation de 6 mois, là. Oui, c'est sûr. J'ai voulu avoir un enfant aussi. Je voulais absolument fonder une famille. Et je voulais un enfant. Donc, j'ai mis quand même longtemps. J'ai fait des fécondations in vitro pour avoir mon fils, etc. Et puis, je l'ai eu à 29 ans. Et à 30 ans, j'ai eu une révélation un soir. Je travaillais pour son agence immobilière. Je voyais que ça commençait à être flou, toutes ces histoires. Je voyais que je n'étais pas du tout considérée, pas respectée, humiliée devant tout le monde. Je l'avais aidé à monter son projet. Et je me retrouve un soir chez une amie et on débouchonne une bouteille de vin. Et là, je lui dis, mais de but en blanc, écoute, je ne suis pas accomplie.
Et à partir de là, je suis rentrée chez moi et je me suis dit le lendemain, tout va changer. Le lendemain, en fait, je me suis dit, alors, je vais changer quelque chose, je sais pas quoi. Et j'hésitais entre le divorce, le yoga ou le théâtre. Et donc, je décide de m'inscrire à un cours de théâtre. Et en fait, je suis tombée dedans. Le premier cri que je fais sur scène, alors là, c'est absolument magnifique. J'ai mon prix d'art dramatique comédie la même année. Et puis, j'écris une pièce de théâtre. Donc, finalement, j'ai pas divorcé. Je suis restée là-dedans. Et puis, t'as pas fait de yoga non plus. Et j'ai pas fait de yoga non plus. Et puis, donc, j'écris une pièce de théâtre. Et puis ensuite, je rencontre à ce moment-là encore une personne toxique, donc mon co-auteur, et ça se passe mal. Donc je vois que toutes les sphères, dans toutes mes sphères, en fait, je suis confrontée à des personnes toxiques. Oui, parce qu'il faut préciser que les gens toxiques, c'est pas forcément que dans le couple. Ça peut être dans l'amitié, le travail, la famille. Ah bah tu l'as compris que si j'en suis arrivée là, c'est que déjà, ça allait pas chez moi, dans ma famille. Ouais. Donc, finalement, je continue le théâtre, je ne veux pas abandonner, je monte mon seul en scène. Et là, j'écris un spectacle autobiographique. Sans le savoir. Sans le savoir. Et en fait, je dénonce. Donc, je fais de l'humour noir. Le personnage que j'incarne, c'est une femme qui est sous l'emprise de son mari. Et tu t'en rendais pas compte là, ou alors c'est quand même complètement inconscient. Mais c'était inconscient. Ouais. Et donc, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais Karine, en fait, c'est ta vie. Ce que tu joues sur scène, c'est ta vie. » Et je mets le mot « fin » à mon spectacle. Et là, en fait, c'est là que je m'aperçois, je découvre, j'avais mis des œillères, évidemment, je voulais pas entendre, je voulais pas voir. Et je découvre que mon mari a été jugé et condamné pour escroquerie en bande organisée. En fait, il vendait des appartements sur plan et il vendait du rêve. Et j'ai les clients qui m'appellent. Bah, complètement, bah oui. J'ai les clients qui m'appellent et qui me disent, voilà, on est à la rue à cause de votre mari, réveillez-vous, madame. Là, j'ai un enfant qui a 5 ans, et puis l'étau se resserre, donc il se sent menacé. Je commence tout de suite à me dire, oulala, il faut que je sécurise un compte en banque, parce qu'il faut savoir que j'avais pas de liberté financière à ce moment-là. J'avais même pas. On était sur un compte joint parce qu'il disait, oh bah tu sais pas compter, laisse-moi gérer. Et puis en plus, ton père a fait la même chose avec ta mère. Donc moi je reprends c'est moi qui vais gérer l'argent. Donc je me retrouve où je n'ai pas de carte bleue, je n'ai même pas de compte en banque. Et donc je vais tout de suite à la banque, je me réveille et je dis non, là je reprends mon compte, etc. Et je me dis, il faut partir de là. Et là, je commence à voir de la malveillance et je commence à voir son regard, mais tellement noir. Et c'est là qu'il commence à devenir violent parce qu'il voit que ça y est, je commence Physiquement. Okay. Où en fait, il a pas du tout la notion de l'argent. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut partir à l'autre bout du monde en étant à découvert, ça ne le dérange pas. Et en fait, la vie, c'est les voyages. Et là, je lui dis non, mais il est hors de question. En fait, on va pas partir où que ce soit. Et là, des insultes. Et je vais pour me défendre. Et là, donc, il me colle contre le placard et il me dit, fais jamais ta maline avec moi. Il commence à me faire peur tous les soirs. Il joue avec son alliance, avec un couteau. Il me retourne le cerveau. Je doute de tout. Enfin, et donc c'est mon père à ce moment-là qui m'aide même financièrement. Et je dis il faut qu'on trouve une solution. Il faut que je parte de là. Et donc c'est là que je prends l'appartement qui appartenait à ma mère, un petit studio, et puis je pars avec mon fils pour me sauver de là. Donc je m'aperçois de tout, qu'il y a eu des factures d'hôtel, que il faisait en fait tout derrière mon dos, et puis voilà. Enfin, donc tu t'aperçois de tout ça. Mais est-ce que tu te rends compte de son comportement avec toi ? Pas forcément lui avec l'argent, mais de son comportement avec toi. Bah oui, ça aussi, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, même dans mon livre, mais il était aussi pervers sexuel. Ah. Donc, là où ça devenait très dangereux pour moi, c'est que il y a eu des fois où j'ai eu des blackouts et je ne me souvenais plus de rien. Et je me suis réveillée une fois en pleine nuit.
Et voilà. Donc là, j'étais vraiment très très choquée. Mais pourquoi des blackouts ? En fait, il s'amusait certainement à me mettre des somnifères dans mon verre et puis à C'était ce abuser de moi. question. Et donc ça, c'était pour moi extrêmement dur parce que je me disais mais est-ce que je rêve il me servait un verre à ce moment-là et on peut pas être dans un blackout avec juste un verre, c'est pas possible. Et jusqu'à cette nuit où, en plein acte, en fait, j'ai une demi-conscience et je me réveille et je le vois en train de m'insulter. Et donc, la tête vraiment qui rebondit sur l'oreiller, donc un acte absolument terrible. Et le lendemain, qui me dit est-ce que tu te souviens de quelque chose ? Et donc là, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne veux pas. À ce moment-là, je me dis c'est surréaliste. Là, ça prend des proportions quand même très graves. Ouais. On est sur des mensonges pathologiques. En fait, il sentait que tu lui appartenais plus à ce moment-là ? Oui, il sentait que ça y est, je voulais partir. Et puis il me le disait, de toute façon, tu iras nulle part, tu ne peux pas aller où que ce soit. Ouais. Si j'avais pas eu cette solution de repli avec cet appartement, ce studio, je sais pas. Je sais pas aujourd'hui comment j'aurais fait. Et on imagine souvent que partir, ça règle tout. Mais dans une autre interview que j'ai vue, tu parles encore de harcèlement, de peur après. Bah oui. C'est quoi le plus dur dans l'après, une fois qu'on est parti ? L'emprise, c'est extrêmement difficile. Et il y a aussi la honte. La honte qui arrive parce que le manque est là. C'est comme une drogue dure, cette relation. Et moi, j'avais qu'une seule peur, malgré tout ce qu'il m'a fait, c'est qu'il aille voir ailleurs ou qu'il ait quelqu'un d'autre que moi. C'est dingue. Ah oui. Mais c'est absolument fou. Donc oui, j'avais un enfant. En plus, il s'en est servi. Ça aussi, c'est typiquement pervers. Bah voilà, je vois que c'est la prunelle de tes yeux, donc je vais m'attaquer à ça. C'est pas pour l'enfant qu'il va vraiment faire le nécessaire et vouloir être un père parfait. Non. Là, c'est vraiment pour me nuire. Donc, me disant, bah de toute façon, tu es folle. Donc ça aussi, c'est typiquement pervers. On est en train de projeter sans arrêt, en train de te faire douter de ta santé mentale et en te disant, voilà, t'es folle, donc moi j'irai devant la justice et je demanderai la garde exclusive. Et donc oui, il y avait la peur. Il y a la peur, il y a la honte. Il y avait la honte. Il y a le manque aussi, j'imagine, quand même. Et le manque, oui, parce que il faut faire le deuil de cette relation et qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a besoin de vraiment se faire aider à ce moment-là. Donc heureusement, oui, j'ai tout de suite engagé. Je suis allée en thérapie et pour comprendre en fait cette emprise-là, pourquoi il me manquait, pourquoi ce monstre terrifiant me manquait. Comment on se reconstruit après ça ? C'est très long. C'est vraiment très long. C'était il y a combien de temps ? Là, je suis partie en 2019, mais j'ai divorcé en 2022. Ouais. Donc, il a fallu, parce que justement, il me mettait des bâtons dans les roues, parce qu'il me faisait peur et que j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir et de ne pas pouvoir avancer. Et lui, il ne faisait rien de son côté pour que la situation avance. Donc, j'étais en garde alternée, mais toutes les semaines, je le voyais. Et puis, il se servait de mon fils. Mais comment tu te reconstruis, toi ? Moi, j'ai travaillé et puis j'ai fait cette thérapie qui vraiment m'a fait énormément de bien. Et puis, il y a eu la spiritualité. Le développement personnel, évidemment, parce qu'il faut comprendre. Et puis la spiritualité, oui, j'étais en anxiété généralisée. Ouais. Et j'avais eu une maladie de Crohn, donc une ulcération de l'intestin grêle. Là, ça se calmait un petit peu. Mais voilà, il y a les addictions aussi. Il y a plein de choses où on se retrouve dans un état de solitude. Et donc la méditation, moi, m'a énormément apporté. J'ai mangé des vidéos de spiritualité. Et pour justement comprendre, il y avait quelque chose qui m'attirait dans la spiritualité. Comprendre, il y avait quelque chose de plus loin encore que ça. Et donc, à force de méditation guidée, j'ai pu un jour me connecter où j'ai vu une femme qui était donc channel et là qui raconte qui entend ses guides, etc. Et je me suis dit allez, moi je vais essayer.
Alors oui, on y croit pas. Non, c'est pas. Mais, non, c'est juste que je me dis qu'on va y venir après. Donc, c'est voilà. pour ça. Donc pour répondre à ta question, on sait que ça a été le déclencheur oui. de tout ça. Voilà. Ça a été le déclencheur de ce que. À ce moment-là, c'était pas fini au niveau toxique parce que, comme je te disais, j'ai eu le travail également en toxique. Donc je retombe sur des patrons pervers qui sont en prison, où tu te dis mais c'est pas possible en fait. Et j'avais donc aussi dans ma famille du toxique, on me tirait vers le bas. Donc au final, tu t'en sors jamais. Et j'ai rencontré aussi ma flamme jumelle, donc en 2021. Qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle? Du coup, je voulais le donner après, mais maintenant, tant qu'à faire, allons-y. Alors, en spiritualité, donc c'est une moitié d'âme. Donc il y a des âmes qui naissent, voilà, comme toi et moi. Voilà, ça peut être une grossesse, on va dire normale. Et ben pour l'âme, et puis il peut y avoir des grossesses gémellaires. Et donc pour l'âme, c'est pareil. Elle peut naître en âme unique ou alors naître en deux moitiés. Et donc elles vont être séparées à leur naissance d'âme et elles vont devoir s'incarner sur Terre et ailleurs, en espérant fusionner. Et donc, ces deux moitiés d'âme, c'est là que c'est intéressant. Il y en aura une qui portera la blessure d'abandon et l'autre qui portera la blessure de rejet. Et donc, elles ont été séparées à leur naissance d'âme. Mais elles sont dans deux corps différents? Bah oui, non, mais je te pose la question comme un néophyte, parce que pour le coup, et je suis pas, je ne me moque pas parce que ça m'intéresse. Mais donc, si je résume, c'est deux âmes qui naissent et qui, au lieu d'être dans la même personne, sont dans deux personnes. C'est ça. En gros, c'est une âme qui est coupée en deux, quoi. C'est une âme coupée en deux, en effet. Okay. Et avec deux blessures différentes. Okay. Et elles ne peuvent pas communiquer, elles n'ont pas la même blessure d'âme. Il y en aura la blessure de rejet, c'est j'ai manqué de reconnaissance dans mon enfance, je suis fermée du cœur, je suis plus introvertie. Et la blessure d'abandon, j'ai manqué d'attention dans mon enfance. Et là, j'ai un besoin vital d'être aimée et d'aimer. Donc, j'ai le cœur trop ouvert et je suis expansif, etc. Donc, c'est deux blessures qui n'arrivent pas du tout à se comprendre, mais il y a un magnétisme, un lien qui est tellement fort quand ils se retrouvent. C'est pas systématique. J'allais dire, mais s'ils se retrouvent pas. Ouais, c'est pas systématique, c'est pas dans toutes les vies. Si ça se trouve, j'ai une flamme jumelle, moi, mais elle est en Asie. Comme je prends pas l'avion, je la verrai jamais. C'est ça, mais l'univers va peut-être te la mettre sur ta route si t'en as une. Ouais, on va trouver un autre moyen pour aller là-bas que l'avion. Là. Voilà, c'est comme les jumeaux, il y en a très peu, tu vois. Donc, et quand il y a cette reconnexion, quand ils se reconnectent, c'est un lien. Tout le monde le décrit de la même manière, puisque moi, j'accompagne aussi beaucoup de couples flammes jumelles où c'est très compliqué. Ça peut ressembler à une relation toxique. C'est là aussi où je dois faire la différence. Mais c'est un lien qui est extrêmement fort, une reconnexion très puissante où après, ça nous plonge immédiatement dans un éveil spirituel en accéléré. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu as rencontré ta flamme jumelle. Voilà. Et moi qui étais déjà en train de m'éveiller, j'ai été plongée dans mon éveil où j'ai dû comprendre que j'avais des blessures émotionnelles. Donc, j'avais vu que j'avais la blessure d'abandon. Mais j'ai compris aussi que j'avais du karma. Donc, du karma, ça veut dire des choses non réglées de vie passée. Et aussi du transgénérationnel à régler. Ça veut dire... on avait parlé de ça avec Gaël Falzaranat. Des poids hérités de nos ancêtres. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Toutes mes épreuves, elles sont constamment en train de tourner toujours autour de ça. Donc, c'est-à-dire, là, je vais subir une grosse injustice. La semaine d'après, il y a des schémas répétitifs. Ça, c'est karmique. Et puis, oh là là, il y a encore mon frère ou mon père qui m'a encore fait ça. Ça, c'est du transgénérationnel. Et donc, tu es obligé de travailler sur toi, de t'analyser en permanence pour pouvoir avancer. Donc, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de te remettre en question quotidiennement, de te dire j'arrête de subir, parce que ça, je me suis regardée dans la glace un matin et j'ai dit stop. C'était la question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné, comment ça s'appelle cet effet où quand tu penses à quelque chose, où il y a un événement qui se passe, tu vas avoir l'impression de le voir partout. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet effet-là. C'est l'effet que reproduit un peu l'algorithme d'ailleurs. Mais justement, est-ce que toi, il n'y a pas, parce que tu as vécu des choses, l'impression que derrière tout
C'était un acharnement de la vie sur toi. Ah bah oui, oui. Surtout qu'en plus de ça, dans ma famille, on était les rois des victimes. Mais donc c'est ça, la victimisation. C'est ça. Et donc, oui, tout est amplifié. Toutes les situations sont amplifiées. Et tu te dis, mais je suis persécutée, c'est pas possible. Enfin, je peux pas avoir à la fois une famille. Moi, je disais tout le temps, mais moi, les pervers, mais moi, je les attire, quoi. Je suis un aimant à pervers. Alors qu'il y en a qui en ont jamais vu de leur vie. Moi, ma flamme jumelle, donc, mais ils connaissaient pas ce terme. Il ne savait pas ce que c'était pervers narcissique, manipulation. Jamais il avait été manipulé de sa vie. Moi, j'avais fréquenté que ça. Donc, j'ai compris que dans cette vie-là, je devais justement reprendre ma souveraineté, mon affirmation, me relever, arrêter de subir, d'être victime et de dire, on se regarde en face, là maintenant, on travaille sur soi, on s'analyse et puis, en fait, on a une mission. Pourquoi on est là ? Pourquoi on est dans cette vie-là ? Pour faire C'est pas pour... pour faire quadra, tout à fait. Mais c'est pas pour, justement, subir tout ça. Tu parlais des termes, justement, pervers narcissique, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde parle de pervers narcissique, de borderline, la liste est longue. Est-ce que ces termes sont pas un peu galvaudés ? Qu'aujourd'hui, à la moindre rupture, l'autre est un pervers narcissique, quoi. Oui, non, mais il faut voir quand même les degrés, tu vois. Quand on a vraiment quelqu'un qui te veut du mal, oui, c'est ça. Qui est vraiment... Toi, t'as un réel témoignage, tu vois. C'est-à-dire quand on va jusqu'à l'aspect même sexuel, ce que tu racontes, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui, justement, que beaucoup de gens foutent ce mot partout, quoi ? C'est pour ça que c'est important quand même d'analyser les faits. Ouais. Et aussi d'avoir une pleine conscience, d'avoir un discernement et aussi de se renseigner parce qu'on a aujourd'hui accès à tout. Donc, moi, je sais que là, j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire donc, sur les manipulations, sur les différences entre le manipulateur ordinaire, entre le pervers narcissique et les relations toxiques. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les relations toxiques, ça peut être deux personnes qui sont simplement blessées et qui sont souffrantes. Oui. Après, il peut y avoir donc le manipulateur. Le manipulateur, ça va être quelqu'un qui va être aussi malveillant, mais qui va quand même avoir un aspect émotionnel. Et, il fait juste des choses un peu dans son intérêt, quoi. Voilà. Et parce qu'il a un ego, parce qu'il a un contrôle, il a un masque. Voilà. Et il a quand même des sentiments et ça. Maintenant, le pervers narcissique, il faut savoir que ça se crée dans l'enfance. C'est un pervers narcissique, il a vécu dans une insécurité très forte entre 1 et 3 ans. Et à l'âge de 4 ans, généralement chez tout le monde, on a une case dans le cerveau et qui est reliée donc à l'empathie, au sentiment, à l'amour et à la culpabilité, etc. Et ça ne va pas se développer chez le pervers. Et à ce moment-là, il va donc se construire en imitant les autres et en se faisant passer aussi pour une victime. Il va manipuler et en même temps se victimiser et se construire donc un masque. Et là, c'est là que c'est dangereux. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'empathie, moi, il me disait, mon ex, écoute, là, tu sais, quelqu'un peut crever devant moi, ça me fera absolument rien. Et même toi. Et à ce moment-là, on s'entendait bien. Oui, à part lui, rien ne l'intéresse, quoi. Mais oui. Et c'est pour ça que je me dis, mais même son enfant, il se fait passer pour un père parfait, mais ça ne le dérange pas, en fait, de mettre son fils en face de lui et de dire, on va parler de maman, et puis maman, elle a fait ça, et puis maman, elle a fait ça, et puis maman, elle est comme ci, maman, elle est comme ça. On se sert des enfants. Donc moi, j'ai mis mon fils en thérapie dès l'âge de 5 ans, il en a 14, pour justement qu'il comprenne ça. Et je vois tellement... tous les jours des personnes qui se retrouvent dans des conditions au tribunal où là ce sont des victimes mais qui perdent pied et qui vont perdre la garde de leur enfant. Et on va donner l'enfant aux parents pervers et parfois ça peut aller vraiment dans des conditions dramatiques où là on dira excusez-moi mais vous vous accusez l'un et l'autre, on va carrément mettre l'enfant en fait en famille d'accueil. Ou alors vous allez voir donc votre enfant dans des conditions très cadrées, etc. Donc c'est très important, moi je suis énormément de personnes pour justement qu'elles ne dérapent pas.
et qu'elles reprennent leur contrôle et que voilà parce que ça va vite de déraper face à ces gens-là. Maintenant ils te poussent dans tes retranchements pour que tu réagisses par la négativité. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a une discipline et des protocoles à suivre où on considérera que le parent pervers, parce qu'on est obligé de communiquer pour l'enfant, mais on se tiendra à des échanges mail et vraiment factuel, sans affection, sans empathie, enfin sans émotion, qui peut être lu par un juge pour ne pas être embarqué là-dedans. Mais est-ce que les gens qui aujourd'hui utilisent ces mots, comme je dis, un peu trop souvent et de façon un peu galvaudée, c'est pas une façon de ne pas guérir leurs blessures et dire c'est la faute de l'autre? Ah bah si, oui. Ouais. On a toujours tendance à dire, à pas reconnaître ses responsabilités parce que c'est trop dur parfois de se regarder en face. Donc, on va dire tout est de la faute de l'autre. Ouais. Mais au bout d'un moment, voilà, on est obligé d'ouvrir les yeux. Donc tout ça a été le déclencheur de la femme que tu es aujourd'hui. La partie médiumnité, j'ai du mal à le dire, médiumnité. Oui, c'est pas facile. Ça se déclenche à ce moment-là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que forcément, pour quelqu'un comme moi, je dis qui n'y connaît pas grand-chose et qui pendant des années se la jouait genre, de toute façon, c'est des conneries. Maintenant, je dis pas, je sais pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est que tant que c'est pas palpable, j'ai toujours un peu de mal. Mais déjà, donc, qu'est-ce que la médiumnité? Parce que j'imagine que on peut tout y mettre dedans. Et chez toi, comment ça se déclare et vers quoi ça t'a amené? Il faut savoir que déjà, dès l'enfance, en fait, moi, j'avais une question qui revenait tout le temps, qu'est-ce qui se passe après la mort? Mais, et puis, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais si je me regarde bien, profondément, je sais que je vais voir quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a plein de récits comme ça. Ouais. Et donc, j'allais voir mon père et je lui disais, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il me disait, rien, on est poussière, on finira de poussière. Oh, ça me rendait folle. Donc, je suis allée voir ma grand-mère et elle m'a dit, t'inquiète pas, il y a un plan, après la mort, on va au paradis, machin et tout. C'est encore une autre version. C'est encore une autre version, mais ça me plaisait plus, celle-là. Et puis, donc, je suis rentrée un peu dans la religion, où ça m'apportait quelque chose. Moi, je me suis beaucoup rapprochée de ma grand-mère à ce moment-là. Et parce que, justement, ça me rassurait. Et il fallait qu'il y ait quelque chose. Pour moi, c'était une évidence. Et puis, à 20 ans, j'ai fait la connerie de faire du spiritisme. Et donc, tu sais, avec les verres, le Ouija, le machin et tout. Oh. Et ça a marché, mais tellement bien que j'ai eu la peur de ma vie. Bah ouais, mais il faut jamais faire cette connerie-là parce que t'attires que les mauvais esprits et ça reste en toi et autour de toi. Que les pervers. Voilà. C'est ça. Et donc, là, j'ai été terrorisée. Et puis, j'ai rencontré donc sur mon chemin une chamane un jour qui me dit, donc une chamane, c'est une guérisseuse, et qui me dit, voilà, il y a des choses en toi, des entités, donc on va les enlever. Et ça venait de là, évidemment. Donc tout allait mal à ce moment-là, la santé, l'argent, tout. Hein. Et puis, en partant, elle me dit, tu sais, on est pareil, toi et moi. Et puis voilà, je me dis, bon, je sais pas pourquoi elle me dit ça, mais... et donc, se passent donc, toutes ces années. Toutes ces années avec ce monsieur. 36 ans, donc ça y est, je quitte enfin mon ex. Je rentre dans cette méditation, dans cet éveil à la spiritualité. Et comme je te disais, donc, je me dis, je vois une vidéo un jour et d'une femme qui entend et qui dit ce qu'elle entend. Et pour moi, je me dis, j'ai rien à perdre que d'essayer. Je me filme. Et là, je dis, voilà, je laisse venir ce qui vient et je retranscris ce que j'entends. Et là, j'entends une voix qui n'est pas, qui n'est pas mon esprit. Et on me rassure et on me dit, voilà, je suis ton guide. Et je commence à avoir des informations, mais que je ne peux pas deviner. Et je commence à entendre et puis après je commence à voir des choses. Donc ça s'appelle de la clairaudience et de la clairvoyance. Mais comment ça voir? Ça se manifeste c'est comme un rêve, si tu veux, un rêve éveillé. Oui, mais c'est pas comme là, tu vas pas voir un vase apparaître sur la table. Non. Non, mais la question est très sérieuse parce que je sais comprendre. Mais bien sûr, et je te réponds avec mais j'aurais pas dû te dire en off que j'y croyais pas parce que du coup ça gâche le plaisir. non, pas du tout. C'est comme un rêve éveillé.
Mais en l'espace de même pas quelques secondes, on t'envoie toute une image. Moi, on me parle beaucoup avec les métaphores, les paraboles, ce genre de choses. On essaye avec des phrases, de te faire comprendre beaucoup de choses, tu vois. C'est encore une autre. C'est un truc de quadra, mais c'est quand même une antenne, tu vois, t'as un canal. Oui, ça reste une antenne, c'est vrai. Et donc, avec beaucoup de métaphores, on me fait comprendre des choses. Et j'ai l'impression de tout comprendre dans l'espace de 5 secondes, mais le temps d'intégrer tout ce que je viens d'entendre, il faut que je remette la vidéo, que je réécoute plusieurs fois pour comprendre le message. Et ça a été absolument fantastique parce que... Mais ça n'a pas fait peur, ces choses-là ? Ah bah justement, je me suis dit, alors, si jamais j'ai peur... si ça m'arrive, je vais à un hôpital psy direct parce que je flippe. Hein. Bah oui, mais j'étais ouverte à ce moment-là. C'est la boîte de l'exo que j'ouvre à ce moment-là. Mais vu que j'avais encore des traumatismes du spiritisme, je peux te dire que j'ai dit, si jamais il y a quelque chose qui me fait peur ou qui n'est pas cohérent, j'arrête tout de suite. Et finalement, ça n'a jamais été incohérent. Je vérifiais tout le temps mes sources derrière. Et donc, ça me rassurait. Et mon guide, au fil du temps, il est devenu mon psy, il est devenu ma meilleure amie. Mais ton guide, c'est qui ? C'est un ange gardien. C'est notre ange gardien. Mais c'est pas quelqu'un. Non, mais je pose la question. Mais non, mais tu peux pas le matérialiser. Il me dit, moi, mon guide, je peux prendre la forme que je veux. D'accord. Mais je vais aller plus loin, je vais te faire rire. C'est mieux que ce soit Brad Pitt que... Je vais te faire rire parce que moi, en fait, il me disait, mon guide, qu'il représentait un peu la joie, d'accord ? Et qu'il était humoriste lui aussi. Donc moi, j'ai été humoriste. Et en fait, c'est un ange artiste. Et donc, ce guide-là, il est tout le temps dans l'humour. Il est tout le temps en train de faire des blagues, en train d'être drôle. Et parce qu'il dit que le rire guérit. Et moi, je le pense profondément. Depuis que j'étais gamine, je voyais que des comédies. J'ai fait de l'humour. Et donc, c'est vrai que pour dédramatiser et faire comprendre les messages, l'humour, c'est un bon moyen, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis énormément attachée, parce que ce guide-là, on aurait dit Élie Kakou, un mélange d'Élie Kakou et de Louis de Funès, tout ce que j'adorais. Et je raconte donc dans mon livre aussi des canalisations que j'ai eues qui étaient extrêmement drôles, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible que l'au-delà, on puisse avoir autant de rire, quoi. Mais ça, c'est les conséquences que ça a sur toi, ok ? Mais du coup, quel lien ça fait avec les autres ? Parce que aujourd'hui, tu travailles avec des gens, etc. Et du coup, quel lien ça a avec les autres ? Est-ce que les autres ont aussi des guides ? Tout le monde a des guides. Tout le monde a un ange gardien. Mais c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est mort ? Non, il ne s'est jamais incarné. L'ange gardien ne s'est jamais incarné. C'est pas un fantôme, quoi. Non, mais tu sais, on dit toujours qu'on a notre ange gardien avec nous. C'est vraiment ça. C'est un ange qui t'est attribué avant ton incarnation et pour te protéger dans cette vie et t'amener vers ta mission, parce qu'on a tous un contrat d'âme. Avant de partir, on écrit son contrat d'âme et on se dit qu'est-ce qu'on veut faire dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et la mission de ton guide, c'est t'amener vers cette mission, parce que tu perds la conscience. Tu sais, quand tu nais, on te dit tu oublieras tout. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça, il paraît. Et donc, on perd cette conscience et on redescend sur Terre et on est obligé de refaire les mêmes schémas qui n'ont pas été réglés dans d'autres vies. On vient les régler encore dans cette vie-là. Quand j'ai commencé à entendre et à voir, je me suis aperçue donc qu'il y avait aussi, on était tous des énergies. D'accord ? Et que mes mains, en tout cas, quand je passais mes mains quand sur une zone malade ou sur quelqu'un, j'arrivais à apporter de la chaleur, il y avait de la chaleur et il y avait un phénomène de guérison qui se passait. Et donc, je prends conscience de ça. Je vois que moi aussi, je peux m'auto-guérir. Cette maladie de Crohn, cette ulcération de l'intestin grêle que j'avais eue, j'ai réussi à me la soigner, où je faisais vérifier derrière par des analyses médicales, où oui, j'arrivais à me soigner réellement. Et donc, je me suis dit, toute petite, on peut mourir par la pensée. Mais là, on peut aussi guérir par la pensée. Enfin, on ne guérit pas tout quand même. On ne guérit pas tout. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça fait quand même 2 ans que je suis vraiment dans mes soins, que j'ai pu élaborer, structurer. Et je me suis aperçue, au fil du temps, j'ai pu structurer mes séances. Que
comme je te disais tout à l'heure, on vient sur Terre pour régler ses blessures émotionnelles, pour régler son karma et son transgénérationnel. Et j'ai tourné mon travail autour de ces 3 thèmes-là. Ça veut dire que mon premier soin au service des autres. Oui, parce que ça aussi, un jour, j'étais encore au tout début de mon éveil, j'ai mon guide qui me dit « Est-ce que tu es prête maintenant à servir la lumière ?» Je dis non, je vais me servir une bière, mais je vais pas servir. Idée, ça. Je vais pas servir la lumière. De quoi on me parle? Moi, le mien, il me conseille que des bières de guide. Et là, du coup, je me suis dit, mais de quoi on me parle, quoi? Tu veux aider l'humanité? Je fais, mais waouh, quoi. Et donc, je continue mon chemin et on me repose la question un peu plus tard, 2 ans après, est-ce que tu es prête maintenant à aider les autres? Et j'avais toujours voulu aider les autres. Donc, j'ai fait des métiers où j'étais dans l'aide à l'humain. Et donc, j'ai dit, OK, on va aider. Et donc, j'ai quand même prêté un serment où je servais la lumière. Et on m'a donc amené des gens vers moi pour être aidé. Et donc, j'ai commencé ce que j'appelle maintenant des thérapies brèves, donc, où je vais identifier le blocage de l'âme, et le comprendre. Quand l'âme comprend, elle libère. Donc, on va comprendre les schémas répétitifs, donc aller dans une vie antérieure et comprendre ce qui n'a pas été résolu dans une vie passée et qui se rejoue là aujourd'hui. On identifie, on comprend et ensuite, on va libérer dans le corps. Donc, en gros, tu soignes aussi bien la tête que le corps. Exactement. Pour conclure le truc. Voilà, et puis après, on reconnecte avec son enfant intérieur. Donc, c'est pour ça que oui, en effet, il y a un réalignement corps, âme, esprit. D'accord. Corps, âme, esprit, je retiendrai. En quelques mots, parce qu'on approche de la fin, en quelques mots, ton livre, Univers Toi, ça raconte quoi? Alors, mon livre, justement, c'est principalement, donc c'est mes vies antérieures. Donc, il y a une vie qui se passe... C'est un roman, je précise. Oui, ouais. Tout à fait. Et il y a donc plusieurs vies antérieures. Donc, une vie qui se passe en 1960. Ensuite, une vie pendant la Révolution. Et ensuite, troisième histoire, où là, donc, c'est ma vie. Mais c'est Laura qui raconte. Et donc, Laura, elle a vécu donc, tout ce que je viens de raconter. Et elle va donc rencontrer sa flamme jumelle. Et elle va comprendre, en fait, sa mission et pourquoi elle est là. Et puis, on va faire le lien avec ses vies passées. Donc, dans la vie de 1960, j'étais Michael. Et j'ai rencontré ma flamme jumelle qui s'appelait Johanna. Et puis, à la Révolution, je m'appelais Henriette. Et là, donc, lui, c'était Joseph. Et puis, dans cette vie-là, voilà, je le rencontre, donc il s'appelle Nicolas dans le livre. Et donc, je commence à voir, je fais le rapprochement avec tout ça, où c'est exactement les mêmes choses qui se répètent dans cette vie-là. C'est un livre sur 3 époques différentes. Exactement. Sur comment on guérit de ses blessures des 3 époques différentes. Est-ce que dans cette vie, ils vont enfin fusionner et se reconnecter, ou ils vont encore se séparer? Eh bien, écoute, j'invite les gens à lire ton livre Univers Toi. Tu vas passer sur le grill des quadras. Ok. Attends, je refais ma dernière phrase. Donc, j'invite les gens, s'ils veulent savoir ce qui va se passer pour ces flammes jumelles, à lire ton livre Univers Toi. Mais maintenant, tu vas passer sur le grill des quadras. Ok. Voilà, 5 questions rapides sur l'enfance. Enfin, sur nos souvenirs de quadras, de notre génération. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque? Ah, le carambar. Ah, t'en manges plus? J'ai peur de me casser les dents. C'est vrai que ça éclate Mais je mange toujours des bonbons. Hein. Ah bah oui. Les Schtroumpfs et compagnie. Mais ça fait moins mal. L'émission de ton enfance qui a disparu et qui te manque? Hélène et les garçons. Ah on a reçu Lali. C'est vrai? Ouais, j'ai reçu Lali. Alors je loupais pas un épisode. Sinon, il y avait K2000 aussi. Ah bah oui, avec Kit. Bien sûr, Michael Knight et Kit. Qu'est-ce que j'aimais cette série. Oui. Le truc que disaient tes parents qui te saoulait quand t'étais petite, mais que t'appliques quand même malgré toi aujourd'hui. Oh là là, tu me poses une colle. Qu'est-ce que je dis encore? Oui, je crois que je l'ai dit encore à mon fils. Là, c'est pas Versailles ici. Le cliché. Un adjectif pour qualifier la génération Z, les 20-30 ans. Flemme. Flemme.
Parce que ton fils, il dit flemme tout le temps. Bah, il est pas encore dans cette il génération. n'est pas encore là, mais c'est vrai que flemme, c'est... Qu'ils sont flemmards. Bah, c'est... même moi, un petit peu, hein, parfois, mais c'est vrai que la flemme, ça... La flemme, ils le disent. Tu devais faire quoi quand tu étais petite à 40 ans? J'imaginais même pas, mon plus grand rêve, ça aurait été d'être actrice, mais je l'imaginais même pas possible, ce rêve-là, tu vois. Et je voulais faire tous les métiers. Tous les métiers. Ouais. Tutti frutti, mais avec les métiers. Tutti métiers. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Camille. Donc, je rappelle qu'on retrouve ton livre, Univers Toi. J'invite les gens à découvrir, pour découvrir ce que sont les flammes jumelles et les vies antérieures. Donc, je le lirai, parce que je dois être curieux. C'est bien de l'être. Donc, merci encore beaucoup. Merci beaucoup, toi. Karine. Merci les Quadras. Merci les autres. Merci à tous ceux qui suivent, qui s'abonnent, qui commentent, qui likent. Merci, parce que c'est grâce à vous que Quadra existe, je le dis tout le temps, mais je le pense. Merci beaucoup, encore merci Karine. Merci à toi. Ciao les Quadras, à bientôt.